Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau webinaire du lundi 9 octobre 2017. Alors bonjour à vous Luc, comment je vais? Ben écoutez, je vais très bien, merci, j'espère que vous aussi, que vous avez passé un excellent week-end. Bonjour à vous Didier, bonjour à tous, nous dit-il, bonjour François, rebonjour, pardon. François Cousin, François Hoffman, voilà, bonjour à toutes et à tous. On commence tout de suite par l'avertissement gars sur le risque. Comme vous l'aurez remarqué, le dollar a clôturé sa quatrième semaine, consécutive de hausse. Donc ce qui matérialise bien quand même cette force du dollar depuis maintenant 4 semaines. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Le résumé de la séance asiatique, alors le yen et le gold qui progressent en accompagnant les marchés actions qui globalement eux aussi avancent. Le Nikkei avance malgré ce yen. Le yen, comme vous pouvez voir, qui progresse, ce qui n'empêche pas au Nikkei de progresser également. Le MSCI Pacifique 0,32%. Voilà, donc c'est surtout le Nikkei et le yen qui nous intéressent. On peut voir que ces deux données sont dans le vert alors que normalement ils sont corrélés négativement, ce qui veut dire qu'il y a un appétit pour le risque cette nuit. En tout cas pour la séance asiatique, il y a eu un appétit pour le risque. On continue alors avec la plateforme avec le calendrier économique. Alors on a eu l'indice PMI Composite Kexin, alors je ne sais pas si je le dis bien, mais il me semble que oui, Kexin, donc le composite et le service, cette nuit, donc on peut voir qu'on a eu un léger ralentissement de cet indice PMI, ce qui devrait affecter négativement le cours de l'or, et donc ce qui devrait affecter négativement le dollar australien. La production industrielle allemande en euros qui a fortement accéléré, 4,7% contre 4,2%, ce qui est déjà 4,2%, ce qui est énorme. Donc sur un rythme annualisé au mois d'août, on peut voir quand même que la production allemande a progressé malgré un euro qui en août, eh bien, je vous rappelle que c'était un mois assez haussier pour l'euro, donc ça n'a pas empêché. On peut voir la production. Là, on n'a pas les commandes. Je ne sais plus c'est quand les commandes, mais on peut voir que ça n'a pas affecté la production en tout cas. Euh, donc voilà, on passe au marché. Alors bonjour à vous Franck, bonjour à tous. Journée de la santé au Japon. Très bien Luc, merci à vous. Merci pour cette information. Euh, donc sur 5 jours glissants, on peut voir, donc je vais mettre la barre à 0%. On peut voir que le yen et le dollar sont équivalents. Et les deux devises les plus faibles, c'est le NZD et le JBP. Bien que le JBP, eh bien, il remonte, hein. Il remonte depuis vendredi. Mais sinon, on a clairement le NZD qui continue à baisser. Voilà, donc ça va nous intéresser pour trader, pour les scénarios. Donc, on va avoir NZD Yen ou NZD USD. Personnellement, je préfère le NZD USD vu la tendance du dollar face au Yen. Là, on est sur 5 jours, mais si on se met sur un mois, on va voir que le Yen, c'est comme une devise extrêmement faible. Donc, on va s'abstenir de l'acheter ce yen pour le moment. Et regardez le NZD il est quand même assez bien baissier, donc voilà, il va être assez intéressant. CAD et AUD également, oui le CAD et AUD, voilà, c'est des devises qui sont plutôt à la baisse. Les devises Como de toute façon sur un mois glissant et on va dire à moyen terme, disons qu'ils sont attendus à la baisse parce que les comos sont cotés face au dollar. Et puisqu'on anticipe une hausse du dollar, bah déjà ça devrait affecter la devise en elle-même, plus les commodities, les matières premières, pardon. Et donc ça devrait être un double argument pour vendre les devises matières premières. Donc voilà. Enfin, si vous attendez à une hausse du dollar, oui, les devises commodities comme le CAD, la UD, le TSAR ou, euh, ou globalement, bah, c'est tout, hein, c'est les trois enfin les trois devises les plus qui sont dites corrélées aux matières premières. Si vous tapez sur nos du dollar, c'est ces devises-là qu'il faut en priorité entre guillemets vendre. Voilà. Entre guillemets, je dis bien parce qu'il y a des exceptions. Il y a également la politique monétaire. Par exemple au Canada, la politique monétaire, elle devrait quand même, dans le fond, soutenir le CAD. Donc personnellement, je m'abstiendrai de le vendre sur du long terme, ce dollar canadien. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle hausse des taux lors de la prochaine réunion, étant donné que
Euh, L'inflation continue d'être haussière malgré la première hausse des taux en juillet. La croissance également, le taux de chômage baisse. Enfin bon, il n'y a pas de raison que la Banque du Canada ne procède pas à une nouvelle hausse des taux. Donc après, faut regarder au cas par cas, faut pas vendre les matières, les devises matières premières parce que le dollar est attendu à la hausse. Voilà, faut également regarder tout ce qui est les banques centrales. Et pour le moment, celle du Canada, j'ai envie de dire, c'est celle que j'éviterai de sous-estimer. Frédéric, bonjour. L'or évolue dans un canal 1260-1360 en support sur MM20 période hebdomadaire. Quelle orientation cette semaine? Alors très bonne question. Alors bien écoutez, cette fois-ci on va commencer sur les matières premières. C'est pas souvent qu'on commence, donc on va commencer sur les matières premières. Alors l'or. Voyons ce que vous nous dites. L'hebdomadaire, moyenne mobile à 20 jours exactement, donc entre 1260 et 1360. Je pense que c'est ce canal-là dont vous voulez parler. Si ce n'est pas le cas, merci de me le préciser comme ça. Alors, un canal entre 1260 et 1360. Donc ça doit être celui-là, à mon avis. Est-ce que les devises qui sont fermées vont se laisser faire? Désolé si ma question est bête. Alors, comment ça, les devises qui sont fermées? Est-ce que vous pouvez me préciser qu'est-ce que vous voulez dire par fermer franc? Donc Frédéric, nous sommes d'accord. Oui, donc alors l'or, voilà, donc c'est ce canal dont vous voulez parler. On a cette moyenne mobile à 20 jours, on a également la 50 moyenne mobile à 20 semaines, on a également la 50 semaines qui est importante. On peut voir que le RSI a cédé sous cette résistance de momentum, ce qui nous donne comme indication que lorsque le RSI va de nouveau tester cette oblique, on a des chances que qu'on ait un repli. En tout cas, les stratégies haussières devront être arrêtées lorsque le RSI réatteindra cette oblique baissière qui n'a pas été dépassée bien depuis le plus haut du momentum du RSI et le plus haut du cours. Voilà, donc ça c'est une excellente indication qu'on a eu là, qu'on a eu. Voilà. Alors pour cette semaine, moi personnellement, je vois que le dollar, alors je regarde le dollar pour regarder l'or, hein, c'est assez évident. Je vois que le dollar est quand même assez bien haussier. Le dollar est entre sa moyenne mobile à 50 et 20 jours. Donc cette semaine, soit on va avoir une consolidation entre 93,80 et 93. Donc une consolidation, oui. Ou soit on va avoir une cassure, soit une cassure à la baisse, ce qui nous donnera un signal baissier jusqu'au précédent plus bas à 91 points. Ou soit on aura une cassure à la hausse, et dans ce cas sera poursuivi de la tendance haussière jusqu'à au moins 95. Voilà, donc cette semaine nous devrions être fixés. En attendant, je pense que en l'absence de catalyseur, avant Janet Yellen qui s'exprimera en jeudi il me semble, avant Janet Yellen, je pense que le dollar va consolider entre ces deux moyennes mobiles, et donc l'or, concrètement, je pense qu'il va consolider. Je pense qu'il va consolider cette semaine, si vous voulez un point de vue que sur la semaine. Il devrait consolider entre 1283 et 1263. Voilà, cette zone de 20 dollars, je pense qu'elle sera testée et retestée. Ce qu'il faut surveiller en journalier sur l'or, c'est une divergence haussière. Pour le moment, nous n'en avons pas. Sur du H4, qu'est-ce que nous avons? Alors sur du H4, on a une divergence quand même. Regardez ici. Alors, point bas de plus en plus haut, et là des points bas de plus en plus bas. Donc, divergence haussière. Divergence haussière. Voilà, en journalier, on est quand même sur un bas de support. Donc, j'aurais plutôt tendance à estimer à court terme les stratégies haussières jusqu'à cette moyenne mobile à 20 jours, qui est à 1288. Donc, en fin de compte, je pense que le range va se situer entre 1268 et 1288. Voilà. Voilà. Si j'avais un scénario, ça serait une consolidation entre ces deux bandes-là. Pour moi, ça me semble peu probable qu'on ait une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Pourquoi? Bien, comme je vous dis déjà, le dollar, il devrait être neutre. Donc l'or ne devrait pas fortement progresser, à part s'il décide sur repli. Donc l'or devrait être sous pression par cette consolidation du dollar. On a également, si on regarde le marché obligataire, qui baisse, hein.
il baisse, il a baissé de 550 milliards la semaine dernière. Les rendements obligataires américains, on peut voir se détendre, ils se détendent fortement. Alors regardez le 10 ans, alors le 10 ans qui est juste ici, vous voyez que sur 5 jours, le 10 ans américain a pris plus de 9%. Voilà. Euh, donc, et pour ce qui est des marchés actions, eh bien, on peut voir que les marchés actions marquent des nouveaux plus hauts. Donc, voilà, on a tout pour de l'appétit pour le risque, quasiment tout, je dirais. Ce qui me donne un biais plutôt neutre cette semaine sur le cours de l'or, pardon. Donc 1288, moyenne mobile à 20 jours et moyenne mobile à 50 jours. De toute façon, c'est la même chose. Ça va être la même chose à peu près que le dollar US. Alors, je voulais vous partager un petit graphique en même temps. Alors, c'était ce graphique-là que j'ai réalisé donc la semaine dernière. Voilà, donc l'échange japonais, on a l'euro-dollar. On a l'euro-dollar. En noir, nous avons le spread. Alors, le spread entre le rendement américain et le rendement allemand. Donc, c'est ni plus ni moins que la courbe en rouge que vous voyez, mais la classique. Alors que la rouge, elle est inversée. C'est-à-dire que normalement, on fait le spread 10 ans américain, moi le 10 ans allemand, mais c'est juste pour vous faire voir cette corrélation qu'il y a. Donc vous pouvez voir que le spread se détend entre les deux taux. Ce qui veut dire que l'écart entre le rendement du 10 ans allemand et le rendement du 10 ans américain s'écarte. Et comme on le sait, eh bien, lorsque le spread s'écarte, c'est bénéfique pour le dollar. Et donc ça met sous pression la zone euro. Enfin la monnaie unique. Regardez, le spread qui s'écarte, donc si on inverse la courbe, voilà, la courbe est baissière et l'euro qui est baissier. Et on peut voir qu'il y a toujours une corrélation. Toujours une corrélation et c'est généralement le spread qui dicte le dollar. Pourquoi? Eh bien parce que simplement les divergences politiques, euh, macroéconomiques et monétaires qui influencent les courbes, le cours de l'euro-dollar et ça influence dans un premier temps les marchés obligataires. Voilà, donc ces spreads, ce spread américain versus allemand, moins allemand, pardon, eh bien, est excellent pour procéder l'euro-dollar. Et pour cette raison que je suis baissier sur l'euro-dollar, si on estime que les rendements allemands vont rester neutres, mais que ceux américains vont se détendre, dans quel cas vont-ils se détendre? Eh bien, si la Fed procède à une hausse des taux. Donc, si vous pensez qu'il va y avoir une hausse des taux d'ici la fin de l'année, théoriquement, les rendements obligataires devraient se détendre. Les rendements obligataires américains. Ceux allemands, est-ce qu'ils vont se détendre? Ça me semble peu probable. On ne devrait pas avoir une hausse des taux de la BCE bientôt. Jeudi, lors du compte rendu de la politique monétaire de la BCE, eh bien l'institut a clairement indiqué que elle était ouverte à une poursuite du quantitative easing au-delà de décembre, ce qui ce qui avait été indiqué depuis maintenant bien en fait à quasiment toutes les séances quasiment tous les comptes rendus, c'est ce qu'elle indique. Elle indique que elle est prête, si nécessaire, à poursuivre la politique monétaire généreuse, etc., etc. Voilà, donc ça, rien n'a changé, alors que la spéculation ne fait que d'augmenter depuis le début de l'année. Donc voilà. A priori, on devrait avoir des rendements obligataires allemands. Bon, peut-être qu'ils vont légèrement progresser, mais pas autant que les Américains. Ceux des Américains, donc là, on a 2,35% pour le 10 ans américain, alors qu'il y a un peu plus d'un mois, on va dire, il était à 2,5, à 2,05. Voyez, donc il a pris quand même en un mois près de, alors je dirais 10%, plus de 10%, 15% même. Donc ce qui est énorme. Voilà, donc pour conclure, je pense que les rendements obligataires allemands vont stagner, peut-être légèrement augmenter, mais étant donné que les rendements obligataires américains devraient accélérer au vu du resserrement des taux, on devrait avoir un spread qui devrait continuer d'augmenter et donc l'euro devrait être sous pression. Voilà. Et c'est pour ça que ma stratégie euro-dollar se situe jusqu'à 1,15. Bonjour, c'est quoi le spread de la part de Al Gaillan? Alors le spread en anglais c'est un écart. C'est un écart. Donc c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une soustraction. Par exemple, le spread. Euh, alors un exemple concret. Le spread entre l'or et le WTI. Ça va être l'or moins le WTI. Voilà, tout simplement.
Alors Catherine qui nous demande une idée en intraday pour la journée. Alors je vais y venir. Ibex, bon point d'entrée. Alors je vais répondre à toutes ces questions. Je continue alors dans la lignée des matières premières. On fait le pétrole. Ensuite je passe, pardon, je vais passer au forex. Alors le pétrole qui passe sous les 50 dollars euh, prochain niveau de support, la moyenne mobile à 200 jours, qui est extrêmement importante. Comme vous pouvez voir ici, on a eu un échec. Ici également. Donc voilà, c'est autant un niveau de résistance qu'un niveau de support. Tout dépend où le cours se situe. Donc là, le pétrole il est à 49,63. Niveau de support à 49 dollars. 49 dollars, c'est un niveau qui se paye. Enfin, qui se paye pour viser quel niveau? Eh bien 50, voire même la moyenne mobile à 20 jours. Voilà. On passe sur sur le forex. Alors on fait un tour des paires majeures et ensuite je passe à la stratégie du jour. La stratégie du jour qui est pour moi, je pense, le NZD-USD. L'eurodoll. Alors l'eurodoll, il est à 1,1722. Bon, pour moi, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il aille chercher 1,15, pardon. Le RSI toujours bien baissier, on n'a pas de divergence baissière a priori. Le point bas, il est à 36 et ici le point bas, il est à 36,75 à 36. Alors, on a une légère divergence haussière qui n'est pas encore validée. Donc attention. Mais bon, concrètement, je pense qu'il ça va être la baisse va se poursuivre sur l'euro dollar. Voilà, tout simplement. Et on peut voir qu'en intraday, l'euro est sous pression par le dollar. Le GBP USD, le GBP consolide près des 1,30, il est à 1,3080. On peut voir que le RSI revient sur un niveau de support. On a un bottom qui a été fait. Ce niveau de support n'a pas été dépassé depuis le début de l'année, donc c'est un niveau de support qui est important. En 4 heures, est-ce qu'on a une divergence? On n'a pas de divergence encore, donc on va rester à l'écart du GBP USD. Mais c'est possible que demain, on passe à l'achat sur le GBP USD pour viser la moyenne mobile à 50 jours. Dans le cas où il y ait une divergence haussière. Pour le moment, il n'y en a pas, donc nous restons à l'écart. La UDUSD. La UDUSD, notre stratégie qui avait été donnée donc le mercredi 27 septembre est toujours d'actualité. Alors la stratégie c'était direction la moyenne mobile à 200 jours proche des 0,77. Donc voilà, on est toujours dedans. On est à 0,7759. Voilà, je n'ai pas de doute sur ce scénario-là. Il devrait selon moi être atteint. Alors, on est rentré à 0,11869. Ça fera un peu plus de 150 pips de gain, ce qui n'est pas non plus négligeable. Voilà, donc on reste sur l'AUD à la vente. Pourquoi on reste à la vente? Et bien on a vu l'indice PMI chinois moins bon que prévu, donc ça soutient également la baisse. D'un point de vue politique monétaire, on a toujours un nombre de prêts risqués qui a été attribué par les banques australiennes qui sont importants. Donc il faut un petit peu que pardon, le bilan de ces dettes-là se réduise et ça se réduit par une politique monétaire plus généreuse. Voilà. En tout cas, il y a moins de risques. Et enfin, donc l'USD CAD et le NZD-USD. L'USD CAD, on voit c'est neutre. Le CAD qui arrive à assez bien résister malgré la force du dollar. Je suis neutre sur l'USD CAD. Je pense que dans le fond, il peut continuer à augmenter. En tout cas, tant qu'on n'a pas de divergence baissière, pour moi, je suis haussier sur l'USD CAD à court terme. Voilà. Mais c'est possible que, regardez, on est ni plus ni moins que ce même scénario-là. Vous voyez, en un peu plus longtemps, certes, mais dès qu'on aura une petite divergence baissière, alors là, le RSI était à 56, 16, 56, 79. Donc là, on n'avait même pas de divergence baissière, pardon. Bref, si on a une divergence baissière, ou si le RSI repasse au 50, ce sera le moment de vendre l'USD CAD. Mais pour le moment, on voit très bien qu'il y a un USD, un dollar, un DXY qui est clairement haussier. On l'a vu sur le graphique hebdomadaire. Donc nous allons nous abstenir à vendre le dollar. Le NZD-USD, on a cassé la moyenne mobile à 200 périodes, 200 jours la semaine dernière. Le RSI est clairement baissier. Bon bah écoutez, là la stratégie elle est baissière jusqu'à 0,7. Au moins 0,7. On pourrait même envisager un retour à 0,6850. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais déjà 0,7 sera pas mal. Ça fait 70 pips, donc c'est pas négligeable. Donc si j'avais une stratégie à donner ce matin, ce serait plutôt le NZD USD.
Alors c'est pas une stratégie pardon en intraday, hein. Je ne dis pas que ça va atteindre 0,70 en intraday, mais voilà, c'est la stratégie du jour pour du swing trading. Alors, bonjour 21 USSHF a tradé à la hausse d'un part Bruno. Évidemment, oui. USSHF, c'est à la hausse, hein. C'est à la hausse. Pourquoi? Eh bien parce que on a le CHF d'un point de vue monétaire qui n'a pas vraiment de perspective de durcissement de des taux. En tout cas, pas avant 1 ou 2 ans, vu l'inflation et vu la croissance. Je rappelle que euh, la, euh, la BNS a relevé ses prévisions d'inflation près de 2% pour 2019-2020. D'accord? Donc, elle est encore loin de procéder à une hausse des taux. Alors que, eh bien, la Fed, on peut voir qu'il y a un durcissement qui arrive. Donc rien que pour cette raison, je suis dossier. Tout comme l'USD Yen. Et encore, l'USD Yen, c'est un peu plus partagé parce qu'on pourrait se dire que voilà, on a quand même le Yen qui est une devise refuge, plus que le CHF, même si le CHF l'est, le Yen, c'est quand même la devise refuge. Donc voilà, à la rigueur, je préfère encore plus vendre le CHF que le Yen. Bref, oui, je suis dossier, je pense qu'il peut aller à la parité d'ici quelques mois. Alors, quand est-ce que ça se fera? euh, Premier trimestre 2018 peut-être, ou même avant. Le signal, pardon, excusez-moi, que j'attends, c'est vraiment la cassure cette moyenne mobile à 200 jours. Dès qu'on aura cassé cette moyenne mobile, ça sera un nouveau signal pour passer à l'achat. Mais d'ores et déjà la semaine dernière, on l'a cassé, on est sorti par le haut de son range dans lequel il évoluait depuis tout l'été. Regardez ce range-là, on va le tracer ensemble. On avait un range ici, il a été dépassé. Il a été dépassé. Dès qu'on aura cassure cette moyenne mobile, on peut voir que là, on a quand même une forte zone de résistance. Dès qu'on aura cassure, ça prouvera que le momentum est clairement haussier et que le marché est prêt à aller plus haut. Voilà, donc moi je suis haussier sur l'USD CHF. L'USD Yen n'a toujours pas dépassé vraiment cette oblique. On n'a pas eu de cassure. Bon, néanmoins, je reste clairement haussier parce que, pour la même raison que le SDCHF, hein, le yen, la BOJ est encore très loin de pouvoir procéder à une hausse des taux. Au contraire, elle est même dans l'optique d'encore plus l'assouplir. Donc, voilà, l'USD-yen, je suis haussier. Puis la semaine dernière, c'est direction 114. Ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière, mais voilà, je réitère le scénario. Peut-être qu'en fait, le RSI attend de repartir vers 50 avant de projeter le cours à 114 yens. Voilà, c'est possible. On peut voir que cette résistance n'a pas été dépassée depuis maintenant le début de l'année. Donc c'est tout à fait possible que le momentum ait besoin de respirer avant de procéder à une nouvelle impulsion. Voilà. Mais en tout cas, je suis aussi à direction 114 et à moyen long terme, direction 118. Bonjour, première résistance euro-dollar, stop, objectif. Alors, Philippe. Alors, l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, c'est pareil. Nous, on est, depuis, en même temps que le USD, on était passé à la baisse sur l'euro-dollar. Donc, c'est le 27. Le 27, on était passé à la baisse. La résistance importante, c'est 1,1831. 1,1831, c'est la résistance à faire attention. À plus court terme, faut surveiller cette moyenne mobile à 20 jours, qui est en rose sur le graphique. Cette moyenne mobile à 20 jours, c'est une moyenne mobile, donc elle évolue avec le temps. Donc actuellement, elle est à 1,2827, mais demain, elle devrait être plus basse. Voilà, donc c'est cette moyenne mobile qu'il faut surveiller, mais sinon, la résistance fixe importante, c'est 1,1831. 1,1831 qui est le prix de clôture mensuel depuis le début de l'année, qui est le plus élevé. Alors, je m'explique, ça peut être un peu confus comme cela. Mensuel, on regarde. Alors, pardon, c'est pas le plus haut. Le plus haut, il est à 1,1913. Voilà, 1,1913, donc c'était le précédent plus haut, excusez-moi. Mais bon, on peut voir clairement qu'on a cette résistance qui était auparavant le plus bas de juin 2010. Donc voilà, c'est une résistance qui est importante sur lequel le cours avait échoué le vendredi 29 septembre. Voilà, donc c'est baisse hein, pour l'euro dollar et le stop il est enfin le stop. La résistance elle est à 1,1830.
Un mot sur l'euro GBP de la part de Assis. Alors, oui, c'est parti pour l'euro GBP. Alors, on a une divergence haussière qui a été validée. Le cours a frôlé les 0,90. On peut voir, là, le plus haut, il est à 0,8992, donc à 8 pips près. L'objectif, le scénario haussier en cas de validation de la divergence haussière aurait été atteinte. Bon, néanmoins, je pense que c'est juste une respiration. Le momentum, on peut le voir, s'affaiblit, fait un pullback sur 50, comme il a l'habitude de manière générale dès qu'il casse 50. Bon, pas ici, mais on regarde ici, on a eu un dépassement, un pullback. Euh, Ici, pareil, dépassement, pullback sur 50. Ensuite, il est reparti à la hausse. Voilà, de toute façon, généralement, dès qu'on a une cassure de 50 du RSI, souvent, on a un pullback sur 50 et ensuite ça repart à la hausse. Alors je ne dis pas qu'il y a 100% de chance que le RGB reparte à la hausse dans la semaine et qu'il dépasse 0,90, mais statistiquement il y a des chances. Il y a des chances. Potentiellement le cours de l'EuroGBP va se replier peut-être, je veux dire jusqu'à 0,89, 0,80, 88, 50, voilà. Et ensuite il repartirait peut-être à la hausse jusqu'à 0,90, voire même au-dessus. Voilà. Donc à surveiller pour l'euro GBP. En tout cas, la tendance à court terme, d'ici quelques jours, je pense qu'elle est plutôt baissière. Et sur l'horizon de on va dire une dizaine de jours à 2 semaines, elle est plutôt haussière. Voilà, pour avoir des précisions. Pour ce qui est des marchés actions, alors les marchés actions réagissent à la hausse ce matin. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'euro-dollar qui est baissier, on a le pétrole qui augmente, on a les rendements obligataires américains les rendements obligataires américains qui se détendent ce matin. Non, pardon. Non, les rendements obligataires américains qui ne changent pas. Moins 0,6 points de base, c'est rien du tout. Donc rendements obligataires américains qui sont inchangés, l'euro qui baisse, le pétrole qui est haussier, donc ça soutient le marché action. Le DAX qui marque un nouveau plus haut. Alors je réitère mon scénario de la semaine dernière, c'est-à-dire que tant que la tendance est haussière, eh bien, faut privilégier les positions acheteuses. Maintenant, faut pas oublier que les RSI des marchés actions européens sont sous résistance de momentum importante à court terme. Là, le RSI est à un plus haut depuis 2015 sur le DAX. Sur le CAC, il n'a pas été dépassé depuis 2000. Sur l'Eurostoxx, c'est pareil. Donc attention, pour une stratégie haussière, à court terme, il y a une résistance de momentum. Donc il se pourrait que cette semaine, on consolide, tout simplement. Qu'on ait peut-être des mèches qui marquent des nouveaux plus hauts, mais, euh, mais au niveau des prix de clôture, je pense qu'on va avoir affaire à une consolidation. En tout cas, c'est probable. Voilà, je ne dis pas que, encore une fois, je n'ai pas une boule de cristal entre les mains, mais c'est probable au vu de ces résistances de momentum. De plus, nous avons des divergences baissières sur les RSI journaliers de l'Eurostoxx et du CAC. Regardez l'Eurostoxx à 3616. Il a évolué de plus de 7% depuis le début du mois de septembre, ce qui est relativement important. 7%, imaginez en un mois. 7% de rendement, donc c'est extrêmement important. L'Eurostoxx 3616, on peut voir qu'il marque des points hauts de plus en plus haut, alors que le RSI marque des points hauts de plus en plus bas. Elle n'est pas validée cette divergence, mais concrètement, elle pourrait faire pression sur l'Eurostoxx pour le faire revenir à sa moyenne mobile à 20 jours. Le CAC, c'est pareil. Bon, la divergence, elle est baissière, et pour dire que le momentum aurait respiré, pour affirmer cela, faudrait que le cours revienne au moins à sa moyenne mobile à 20 jours. Ou que le RSI revienne à 50. Là, on pourrait dire que le momentum, voilà, c'est assaini et qu'il est reparti qu'il est prêt à une nouvelle impulsion haussière. Et à ce moment-là, je serai tossier jusqu'au précédent plus haut annuel du CAC qui sont à 5500 points environ. Voilà. Donc concrètement, moi ce que j'attends, c'est quelque chose comme cela. Voilà, je ne dis pas que ça va être au pips près, mais en tout cas, si le CAC revient à cette moyenne mobile à 20 jours, près des 5300 points, et que le RSI est à 50, ça sera probablement le moment d'acheter. Voilà, donc, et ça c'est valable pour le CAC, l'Eurostoxx ou le DAX. En attendant, le DAX, il a les dividendes qui sont réinvestis.
ce qui le soutient un peu plus que l'indice, que les autres indices de la zone euro, mais c'est le même topic. C'est-à-dire que si le CAC se replie avec l'Eurostoxx, le DAX aura de fortes chances de se replier également. Voilà. Donc je pense que ces indices-là vont se replier, ainsi que l'IBEX qui progresse de 1,16% ce matin. Donc on peut voir depuis le pullback à 10 000, eh bien l'IBEX prend plus de 3%, ce qui est juste énorme. Alors est-ce qu'on a fait le point bas? Difficile de l'affirmer, mais je pense que oui. Je pense que oui, c'est le pic pardon des inquiétudes était à ce moment-là. C'était le mercredi et le jeudi, dès qu'on avait une probabilité, on va dire entre guillemets, plus importante euh, pour que les négociations se passent mal, ou en tout cas que la discussion entre Madrid et la Catalogne se passe mal. Voilà, donc on avait pas mal d'inquiétudes en milieu de semaine dernière. L'AEBEX s'était replié. On peut voir que depuis, le discours catalan a quand même pas mal changé, depuis que les banques et pas mal d'autres compagnies espagnoles ou catalogne ont déplacé leurs sièges sociaux en dehors de cette région. Et donc du coup, eh bien, le parti indépendantiste catalan est beaucoup plus ouvert pour des négociations, pour des discussions. Ce qui, eh bien, dans le fond, soutient et élimine le risque qu'avait anticipé le marché la semaine dernière. Alors il y a toujours un risque, hein, je vous l'accorde, mais est-ce qu'il y aura un risque qui pourrait, un risque probable, je dis bien, qui pourrait refaire pression sur la IBEX et le ramener à 10 000? Ça me semble peu probable. Donc c'est peut-être simplement, ça a été simplement voilà, petite bougie baissière suivie par une hausse. Et voilà, on a peut-être fait le point bas sur la IBEX. Donc voilà. Ibex, est-ce qu'on a fait le point bas? Oui, je pense. Direction la moyenne mobile à 200 jours. Pour en être entre guillemets convaincu, il faudrait que l'Ibex dépasse cette moyenne mobile à 200 jours, comme c'est le cas sur le CAC, sur le DAX, sur l'Eurostoxx, sur le MIB, etc., etc. Voilà. Donc on peut dire que tant que l'Ibex est sous cette moyenne mobile à 200 jours, il fait face à la pression entre guillemets entre la Catalogne et voilà et Madrid. Et dès qu'il aura dépassé, on pourra dire que les inquiétudes auront été grandement effacées. L'USD Yen 113,50 de la part de François. Alors, 113,50. Alors, pour l'USD Yen. Alors, en intraday, ça me semble peu probable, encore une fois. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, en swing trading à moyen terme, je suis aussi direction 114. Voilà. 114, l'USD Yen, ça me semble plutôt intéressant. Alors, Stéphane, tout le monde 100 dollars à long terme pour le pétrole, est-ce vrai? Alors écoutez, moi je n'ai pas entendu cette information-là. 60 dollars, si c'était il y a un an, j'aurais dit oui. Maintenant, aujourd'hui, ça me semble peu probable. Ça me semble peu probable. On a quand même une offre américaine qui augmente énormément, qui revient à ses sommets historiques, quasiment à 10 millions de barils par jour aux États-Unis qui sont produits. On a le pétrole, je vous rappelle, pétrole américain qui, eh bien, c'est lui hein, qui a fait effondrer les cours en 2014 et qui commence à exporter. Hein. Il me semble que c'est en 2015, quelque chose comme cela, que le premier baril de pétrole est arrivé en France depuis le port de Marseille. Voilà, donc on a quand même les États-Unis qui a un producteur, le premier consommateur, mais également un exportateur. Son offre augmente. Bon, récemment, elle a stagné à cause des ouragans, mais depuis le début de l'année, la tendance est haussière. Donc 60 dollars, ça me semble un peu probable, malgré les efforts de l'OPEP. Par contre, voilà, dans le meilleur des cas, je dirais 55 dollars, un prix moyen. Quand je parle d'un prix moyen, c'est cette moyenne mobile à 200 jours. 200 jours, 55 dollars. Bon, là, je vous suis. 60 dollars, ça me semble peu probable. À long terme, hein, je dis bien.
Je dis bien à long terme. Je ne dis pas que je suis haussé jusqu'à 55 dollars, mais si on a un pétrole à 55 dollars dans 6 mois, un an, si on a une moyenne mobile à 55, disons que je ne serais pas choqué. Voilà, parce que quand même les efforts de l'OPEP payent, euh, les stocks diminuent, l'offre entre guillemets diminue et, euh, et donc voilà. Et la consommation augmente, elle tend à augmenter. Pourquoi? Parce que eh bien la croissance mondiale augmente. C'est-à-dire que on a le FMI, l'OCDE qui ces dernières semaines sont optimistes sur la croissance mondiale et qui ont relevé leurs prévisions de croissance. Donc hausse de la croissance, demande d'énergie supplémentaire et l'énergie c'est majoritairement le pétrole en ce moment. Voilà, sans le pétrole, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a pas de plastique, il n'y a rien du tout. Donc, que ce soit pour l'industrie, pour peu importe, le pétrole, dès qu'on a une hausse de la croissance mondiale, on a une hausse de la production et donc on a une hausse de la demande de pétrole. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Qu'on soit à la baisse, alors pourquoi qu'on soit à la baisse, Luc? Pourquoi? Alors, dites-moi si pourquoi il y aurait une consommation à la baisse. Normalement, il ne devrait pas en avoir pour le moment. Oui, le pétrole. Pourquoi il devrait avoir une consommation à la baisse? C'est pas pour le moment, ce n'est pas encore le pourcentage de voitures électriques qui pourrait faire pression hein, sur la demande de pétrole, étant donné que le pétrole n'est pas que l'essence. Hein. Il y a quand même tout le plastique, il y a quand même pas mal de choses. Les vêtements, enfin voilà, il y a tout qui est fait, euh, quasiment tout qui est fait grâce au pétrole aujourd'hui. Si on n'a plus de pétrole demain, ça va être compliqué de vivre. L'Eurocad. Je ne suis pas, attention, hein, je ne suis pas un faveur défenseur du pétrole. Hein. C'est simplement que, voilà, d'un point de vue théorique, la hausse de la croissance mondiale est un soutien majeur du pétrole. Donc, voilà, dans le fond, ça devrait soutenir le pétrole. En plus de cela, je rappelle, on a le jet de la production des membres de l'OPEP et non OPEP, qui pourrait être prolongé jusqu'à fin 2018, et qui explique cette hausse du pétrole. Voilà. Et pourquoi pas, on pourrait avoir un retour à 55. De là à dire un retour de la moyenne mobile à 200 jours à 60 dollars, ça me semble peu probable. Balance plus d'offres que de demandes. Alors oui, Luc, balance plus d'offres que de demandes. Ça, je suis d'accord. Mais cette balance-là, elle a déjà été pressée. Maintenant, ce que le marché surveille, c'est est-ce que, par rapport à maintenant, la balance va s'accentuer? Est-ce qu'il y aura encore plus d'offres que de demandes? Ou est-ce que l'offre va diminuer ou non? Voilà, c'est ça un petit peu la question. Oui, la balance, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes actuellement. Et même il y a 2 ans, etc. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ce qui explique l'effondrement du baril. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, est-ce que dans 6 mois, cette balance va se creuser ou va se réduire? Si elle se réduit, c'est-à-dire si on a moins d'offres que de demandes, enfin si on a un petit peu moins d'offres et plus de demandes, alors ça va faire mécaniquement remonter les cours. En tout cas théoriquement, c'est la loi de l'offre et la demande et vice versa. Voilà, on verra exactement Luc. Personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, ça me semblerait logique qu'on ait une hausse, pardon, du pétrole, malgré le gaz de schiste américain. Mais le gaz de schiste devait faire pression, ce qui empêche tout simplement de voir aujourd'hui un baril à 60 dollars. Si on n'avait pas ce gaz de schiste qu'augmenté aux États-Unis, on aurait très probablement un pétrole à 60 dollars. Donc voilà, alors je regarde les dernières questions, j'en ai peut-être oublié quelques-unes. Alors, l'Eurocad nous dit demande Pierre-Yves. L'Eurocad. L'Eurocad, alors le CAD qui est sous pression à cause du pétrole, en plus de cela il est en prise de bénéfice depuis maintenant à peu près un mois. On peut voir que l'Eurocad est dans ce triangle. Bon, on est en rebond sur cette moyenne mobile à 200 jours, ce qui invite à favoriser les positions acheteuses sur l'euro face au CAD, une super performance de l'euro. Néanmoins, on voit que le momentum est extrêmement faible, il n'y a rien du tout, il est à plat. Et donc comme vous savez, dès qu'on a un momentum faible, ce qui suit, c'est une hausse du momentum. La meilleure façon de le voir, c'est quand vous mettez les bandes de
Bollinger. Exemple Bollinger. Alors non, c'est pas ça que je veux. Tac, indicateur, bande de Bollinger. Voilà, dès qu'on a, vous voyez, des bandes qui se rétrécissent, par exemple ici, on a ensuite une dilatation des bandes qui suivent grâce à une nouvelle impulsion. Donc dès qu'on a une consolidation comme celle-ci, c'est souvent synonyme que, alors c'est une question de temps, malheureusement personne ne sait quand est-ce que ça va avoir lieu, mais dès qu'on aura une impulsion, eh bien elle sera importante. Et plus la consolidation est longue, plus l'impulsion sera conséquente. Voilà. Donc là on a un rétrécissement du canal, comme on peut le voir ici. Ou alors la meilleure façon de le voir, c'est si vous avez PRT, vous mettez bande de Bollinger, il me semble que c'est le pourcentage, voilà. Vous avez le pourcentage. Alors en fait, dès que ça passe au-dessus, 80%, ça veut dire que le cours et les bandes, pardon, ils sont 80% plus importantes que la moyenne des 20 dernières périodes. Voilà. Et à l'inverse, dès qu'on est dans le vert, on a pardon un rétrécissement également, pardon. Et regardez, dès qu'on est dans les extrêmes, dès qu'on passe dans les extrêmes, les bandes, on a une impulsion, on a plus de momentum. Alors que quand on repasse dans la bande du milieu, nous avons un momentum qui s'affaiblit. Voilà, etc., etc. Donc là, on a un momentum, comme on peut le voir, qui est haussier. On a des bandes qui se dilatent. Voilà. Donc les bandes de Bollinger les bandes sont des oscillateurs et donc ça nous donne une excellente façon de voir l'impact de la volatilité sur le cours. Bref, l'Eurocad, il n'y a pas de momentum. Actuellement, j'aurais plutôt un avis haussier jusqu'à cette résistance à 1,48, 1,4760 pardon, 1,4760. Mais attention parce que dès qu'il y aura la volatilité, il y aura un mouvement brusque. Soit on reviendra tester ce bas de ce triangle, ou soit on viendra tester le haut. Alors pas en une journée, mais en l'espace de quelques séances. Short footy 7150 jouable ou trop tôt, stop objectif Philippe. Alors oui, footy, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Alors footy 7150, on peut voir clairement qu'on est sous une résistance. Est-ce qu'il faut le shorter maintenant? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la livre, pour un moment, est toujours baissière, ce qui profite au footy, comme on l'a vu la semaine dernière. On n'a pas de divergence baissière, ni sur le journalier, ni sur le 4 heures. Donc pour un moment, à court terme, on va s'abstenir de passer à la vente. Maintenant, sur les BO, on le sait, hein, on a toujours cette divergence baissière qui est en place. Mais ça, c'est pour du moyen long terme. Donc voilà. Le footy, non, pas encore, pas. À la limite, pourquoi pas. Mais faut bien risquer, faut bien gérer le stop. Parce que, bon, théoriquement, là, on a un super bon point d'entrée pour passer à la vente. Si la tendance s'avère baissière dans les prochaines séances. Maintenant, on n'a pas de confirmation. Donc, c'est plus risqué de passer à la vente maintenant que lorsqu'on aura une divergence ou quelque chose comme cela. Là, pour le moment, on n'a aucun signal de vente. Mis à part le fait qu'on a, on a un doji sous résistance, c'est la seule chose qui pourrait me dire, bon, voilà, le momentum s'est affaibli et qu'on va passer à la baisse. Mais ça me semble assez juste pour pour réellement passer à la vente tout de suite. Voilà, ça me semble un petit peu trop tôt. Peut-être attendre un petit peu plus, Philippe. Graphiquement, comment fait-on pour configurer une MM pour qu'elle change de couleur quand elle passe haussière ou baissière? Alors ça, Philippe, je ne sais pas. Sur ProRealTime, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Il faudrait regarder sur Internet. Je sais que sur ProRealTime, vous pouvez configurer pas mal d'indicateurs, donc ça doit être possible. Maintenant, moi, je n'utilise pas pour être honnête avec vous, donc je ne pourrais pas vous dire.
ce n'est pas une option de base de progrès à terme. Ça doit être un codage, il faut regarder une moyenne mobile, un indicateur programmé. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir y accès. Mais sinon, il n'y a pas, il me semble qu'il n'y a pas d'option de base pour qu'elle change de couleur selon la tendance. Le CAC va-t-il revenir à 5003 de la part de Didier? Bien écoutez Didier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des chances. Il y a des chances, tout simplement parce que on a une divergence baissière et sur du point de vue journalier, le RSI est sous une résistance de momentum qui n'a pas été dépassée depuis 2000. Donc je ne vois pas pourquoi elle serait dépassée actuellement. Donc 5003, pourquoi pas? 5003, pourquoi pas? Et ça serait essentiel pour que la tendance soit saine. Voilà, pour qu'elle redevienne saine. Parce que si le RSI, si on continue à marquer des plus hauts, qu'on a cette divergence qui est annulée, et donc que le RSI repart à la hausse, techniquement, on serait dans un excès. Parce que le momentum du CAC n'aurait pas été aussi important depuis les années 2000, et encore, il serait plus important depuis le début des années 2000. Et donc voilà, ça serait pas ça, on serait clairement dans un excès à court terme. Donc et le retracement pourrait être violent. Donc voilà. Est-ce qu'il va revenir à 5003? Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais il y a des chances pour ces deux raisons que je vous ai indiquées. La divergence et la résistance de momentum qui n'a pas été dépassée depuis 2000. Voilà. Personnellement, j'aimerais bien qu'il revienne à 5003 pour qu'ensuite il y ait une nouvelle impulsion. Bonjour Martin, l'euro GBP de la part de Loyal. Alors je reviens sur l'euro GBP, ensuite voilà, on tourne un petit peu en rond. Donc ensuite ce sera fini. L'euro GBP, il revient sur le RSI à 50. On a eu cette divergence qui a été haussière, qui a été validée, ce qui a permis au cours de venir à 0,90. Maintenant, excusez-moi, l'euro GBP revient à 50. Ce qu'on peut s'attendre, c'est que le RSI rebondisse dans les prochaines séances, dans la semaine tout simplement, pour que le cours dépasse 0,90. Voilà. Donc à court terme, il y a une baisse. Peut-être qu'il va rebondir à 0,89, peut-être qu'il va rebondir à 0,8850 qui correspond à la moyenne mobile à 50 jours, ou il va rebondir maintenant au-dessus de 0,90. Voilà. Mais pour le moment, comment dire, c'est baissier. À court terme, c'est baissier, donc pas d'achat pour le moment. Dès qu'on aura un rebond du RSI ou une divergence haussière sur du journalier ou sur du 4 heures, alors ce sera le moment de passer à l'achat. Voilà, donc l'euro GBP, en clair, en résumé, c'est patience. Patience tant qu'on n'a pas un nouveau signal d'achat. Voilà. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché. Et voilà. En attendant, bonne journée et à demain.